Je salue Pierre Radane, que j'ai beaucoup de plaisir, je dois te dire, à te revoir, expert en politique énergétique, et le remercie d'avoir accepté de revenir à nous. En effet, nous avons eu le bonheur de partager un temps avec vous, Pierre, en 2010, pas tout à fait sur le même sujet. Nous avions d'ailleurs prolongé cela avec un autre sujet sur la démocratie, et pourtant en lien avec ce qui nous occupe ce soir existe. En effet, nous avons en 2010 identifié les vulnérabilités climatiques de notre territoire. Nous avons cherché les façons de ne plus seulement consommer notre Alsace, mais également d'y organiser le renouvellement des ressources, afin de progressivement faciliter une alliance nature-ville renouvelée. Vous avez brillamment mis en évidence un obstacle concret majeur, c'est-à-dire la complexité pour chacun d'accepter sans perspective positive alternative un monde fini en termes de ressources fossiles. Vous avez souligné le besoin d'imaginaire pour nous aider à renoncer à un monde passé et à nous projeter autrement. Vous avez souligné le rôle du politique qui autorise, on l'espère en tout cas un peu, le rêve et donne le cap qui facilite l'avènement de valeurs renouvelées dans notre société. L'agence de Mulhouse, avec l'ADEME, a montré par un travail de prospective le besoin conjoint de technologies, d'évolution de comportements individuels, d'organisation par les collectivités pour que les questions écologiques et énergétiques progressent dorénavant sérieusement. Avec l'agence de Strasbourg, un groupe de travail partenarial a commencé à explorer la signification d'une plus grande autonomie énergétique des territoires. Nombre de solutions et de bonnes pratiques existantes, y compris allemandes, ont été présentées. Nous avons bien vu que l'organisation même du territoire est à l'origine de ces besoins énergétiques, ou autrement dit, que les différentes configurations d'organisation du territoire n'induisent pas forcément les mêmes besoins. Il faut aussi dire que nous avons une culture de la compensation des risques au lieu de leur limitation par l'organisation du territoire. Les entreprises, les bonnes pratiques des collectivités portent souvent sur une question partielle par l'utilisation d'une nouvelle technique, un nouveau produit ou une nouvelle pratique. Riche de tous ces éléments, nous avons besoin d'un point de vue, d'une mise à plat, en quelque sorte, où en sommes-nous aujourd'hui ? Le besoin est celui d'une vision systémique de la question énergétique qui refasse le rapport entre énergie, écologie, urbanisation, transformation de l'économie, son financement, comportements individuels, fonctionnement de la société et institutions. Beau programme. Et de façon simple, si vous le voulez bien, afin que nous puissions chacun nous forger une lisibilité, en effet, nous avons de nombreux sons de cloche, partiels, militants souvent, insuffisants cependant pour nous éclairer réellement. Il fallait donc un spécialiste comme vous des questions énergétiques pour nous aider à construire cette vision, au-delà de tous les rôles que vous avez pu tenir dans les négociations climatiques internationales, en tant que président de l'ADEME d'abord, en tant que militant ensuite, et même de votre rôle actuel dans le débat sur la transition énergétique. Fort de cette base, nous verrons lors de 2 conférences à venir, d'une part, les possibilités d'évolution énergétique des territoires et des solutions de mise en œuvre, et d'autre part, les pratiques de nos amis et voisins allemands et suisses. Vos réflexions, Pierre Radane, votre capacité à rendre compte simplement d'une question complexe, nous intéressent très fortement et très particulièrement. Alors, avant de vous céder la parole, je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de venir nous retrouver en Alsace et d'avoir donc accepté cette invitation. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de nous éclairer sans tarder. Merci 1000 fois, Pierre, de ta présence. C'est un plaisir, bien sûr, de revenir donc à l'ADEUS et donc de refaire un débat public. Et ce débat public ne se passe pas à n'importe quel moment. Le premier point que je voudrais aborder avec vous en entrée, c'est que le secteur de l'énergie obéit à des cycles. Ce n'est pas le cas de la grande majorité des secteurs économiques dans notre société.
Il y a eu un cycle qui a commencé dans l'après-guerre. Encore une fois, le système énergétique était par terre, il fallait tout reconstruire. Et l'une des inspirations de cette reconstruction a été un texte du Conseil national de la résistance de 1941 qui disait « L'énergie est le sang de la nation ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire la France, la faire évoluer sans un approvisionnement énergétique. Et donc cette idée-là qui a été généralisée en Europe, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, sauf l'Allemagne. Parce qu'on va interdire à l'Allemagne de reconstruire un État fort, en tout cas au niveau des Alliés dans l'après-guerre. Et donc nous, en France, on va construire un système très fortement dirigé par l'État, nationalisation de l'électricité, du gaz, du charbon, et construire, moderniser considérablement l'ensemble des moyens de production. D'ailleurs, très vite, tout ça acté par un premier traité européen qui a été le charbon-acier en 1951. Et donc sur l'idée de redévelopper l'extraction charbonnière et puis de construire des grands barrages. Les choses avec le temps vont bouger. La France découvre le pétrole de l'Algérie en 1956, se croit à ce moment-là une grande puissance pétrolière. On est sur un développement de l'automobile sur un taux de 10% par an, de croissance du parc d'automobiles. Et on va donc avoir, dans les années 60, un basculement au pétrole qui va nous conduire à 1973. Les 2/3 de l'énergie consommée en France, c'est du pétrole. Mais à ce moment-là, une rupture, le choc pétrolier de 1973. En quelques années, le prix du pétrole a été multiplié par 10. Et la France et l'Europe, derrière, découvrent leur vulnérabilité. Et à ce moment-là, on repart dans un nouveau cycle énergétique, avec notamment la construction du parc nucléaire, le début des économies d'énergie, le début des énergies renouvelables, un changement considérable par rapport à la période précédente qui était dominée par la production d'énergie et très très peu d'efforts du côté de la consommation. Là, les industriels, notamment après 1973, demandent à leurs ingénieurs d'améliorer la manière dont on consomme l'énergie. Donc on met de la capacité du côté de la consommation. Et donc on a tout un cycle qui s'amorce avec des investissements absolument considérables. Le programme nucléaire est le plus grand programme industriel de l'histoire de France et il sera fait en 15 ans. Et donc on a tout ce mouvement. Le prix du pétrole va baisser en 1985 parce que on a fait énormément d'investissements. Alors nous ou d'autres pays ont fait d'autres choses. On a cherché du pétrole ailleurs qu'au Moyen-Orient. Et donc on va se retrouver à la fin des années 90 avec un parc de production électrique ou toute une série d'autres secteurs qui ont été refaits à neuf après ce cycle-là, avec à partir de ça 20 années de bas prix des énergies qui se sont terminées au milieu donc des années 2000, avec dans cette période récente une situation qui a réévolué dans un autre sens, à savoir vous avez maintenant 3 milliards d'habitants dans les pays émergents qui viennent s'ajouter aux milliards dans les pays, les pays industrialisés ancienne façon, Europe, Amérique du Nord, ex-URSS, Japon. Et ces pays donc émergents, ils commencent à consommer de l'énergie. Donc vous voyez que les prix des énergies, pétrole et gaz notamment, sont repartis fortement à la hausse, tirés par cette demande mondiale. Et donc, au moment où je vous parle, on est dans cette situation historique que commence un troisième cycle maintenant. Troisième cycle parce que ces équipements qui ont été faits il y a 40 ans, en octobre 2013, on sera 40 ans après le choc pétrolier. Donc, toute une série d'investissements qui ont été faits à ce moment-là arrivent en fin de vie.
Donc il faut que vous perceviez la question de l'énergie, d'abord pour commencer comme une question industrielle, et une question industrielle sur laquelle il y a des cycles de renouvellement des équipements. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouveau cycle ? Et donc, on va avoir des choix à faire en la matière. Bon, là, vous avez une représentation de l'évolution des prix du pétrole. Donc, vous voyez les deux chocs pétroliers des années 70, les 20 ans de répit et la remontée dans laquelle on est maintenant. Alors, derrière cette question des prix de l'énergie, il y a aussi des problèmes de ressources, et notamment du côté pétrolier. Alors, bien évidemment, on a commencé par les sources les plus faciles d'accès. Le pétrole du Moyen-Orient qui jaillissait relativement spontanément. Et puis maintenant, on est en train d'aller chercher des sources de pétrole qui sont sous 5000 mètres d'eau dans les océans profonds, et que vous devinez bien que ce pétrole à extraire dans ces sources-là, il est quand même plus difficile d'accès à celui qui était donc dans des gisements extrêmement concentrés, faciles d'accès. Donc le point qu'il faut comprendre, c'est que le pétrole va être cher avant d'être rare. Puisque, encore une fois, on va chercher des ressources plus compliquées. Donc la graphique que vous avez à l'écran, vous voyez sur la partie gauche du graphique, la courbe dentelée, ce sont les découvertes de pétrole. C'est le pétrole traditionnel. Donc vous voyez qu'on est sur un maximum autour du début des années 60, avec des découvertes annuelles, je dirais, de pétrole liquide, comme on l'imagine spontanément, qui ont beaucoup chuté donc depuis les années 60. Alors il y a une petite remontée maintenant, encore une fois, parce qu'on a amélioré les techniques de production et qu'on va le chercher dans des endroits qui jusqu'à présent étaient inaccessibles. Enfin, vous voyez qu'on a là une question. Alors vous verrez des tas d'avis d'experts. Je ne vais pas rentrer dans ces questions techniques ce soir, mais la question qui se pose, c'est une humanité qui augmente en population, dans laquelle des populations nouvelles ont accès à ces énergies. Elle va consommer combien dans le futur, et en fonction de ce qu'on connaît de la géologie et des techniques, à quelle échéance on va se retrouver en situation de difficulté. Vous aurez sur cette affaire-là dans la littérature, et faites une petite visite sur Internet, ça ne sera pas triste. Vous avez des avis divergents, mais c'est des avis divergents, je dirais, à quelques décennies d'écart. On n'est pas dans l'idée qu'on aura sur le pétrole ou sur le gaz des disponibilités de ressources avec une augmentation très forte de la consommation mondiale qui nous mettrait dans un horizon très dégagé, à la hauteur notamment de ce siècle. Alors, derrière ça, vous voyez bien qu'on est là depuis le début de la décennie sur une multiplication par 4 du prix du pétrole, et tout ça est à interpréter aussi en fonction des risques de tension qui peuvent exister dans le Moyen-Orient. Notez que les prix du pétrole élevés que l'on a en ce moment sont des prix du pétrole élevés en situation de crise économique et financière. C'est-à-dire que si on avait une relance économique mondiale, vous voyez, ça va encore tirer un petit peu plus fort. Et vous voyez les difficultés qui existent aujourd'hui au Moyen-Orient. On n'est bien évidemment pas à l'abri de difficultés de ce côté-là. Alors, j'ai fait, pour la préparation de débats sur l'énergie, notamment dans le secteur du bâtiment, un travail de prospective sur l'évolution des prix des énergies. Le prix du pétrole a aujourd'hui, quelque part, une valeur maximale, qui est $150 le baril. Pour une raison très simple, c'est qu'au-delà, quand on atteint $150 le baril, ce qui a été le cas pendant l'été 2007, quand on atteint ces valeurs hautes, eh bien, on touche une limite qui est une limite sociale.
C'est-à-dire que quand le prix du pétrole devient très élevé, il y a une partie de la population qui est obligée de faire attention à la manière dont elle le consomme compte tenu des prix. Il y a des gens qui réduisent notamment leur mobilité. Et puis, ce que vous imaginez dans un pays comme la France, bien évidemment, c'est encore plus fort dans des pays en développement. Donc, au-delà de 150 $ le baril, l'expérience qu'on a fait en 2007, c'est qu'on rentre dans une crise économique et sociale profonde. Bon, le problème qui se pose aujourd'hui, donc, c'est qu'on est en dessous de cette valeur-là. On va y rester pendant combien de temps? À quel moment on va avoir une espèce de jeu de pince entre l'évolution de la demande mondiale, les disponibilités des ressources, et donc l'idée, c'est qu'à un moment, on franchira ce mur-là avec les difficultés. Là, on parle souvent de la question du pétrole dans sa dimension économique, dans sa dimension d'accessibilité. Il faut aussi y réfléchir dans sa dimension sociale, et dans sa dimension sociale à l'échelle du monde. Bon. Et puis, derrière, on va avoir une difficulté aussi sur le prix de l'électricité, puisque le prix de l'électricité tel qu'on l'a aujourd'hui en valeur réelle a baissé de 40% depuis 1990, parce que, encore une fois, l'essentiel des investissements ont été faits avant 1990, donc moins d'investissements à faire, donc le prix de l'électricité va diminuer. Le problème, c'est qu'on va avoir, quels que soient les scénarios qu'on prenne, je dirais des réinvestissements à faire. Et ces réinvestissements, ils découlent directement de l'âge des équipements. Donc, alors, soit pour certains, on reste dans le nucléaire en prolongeant la vie des réacteurs, soit on les remplace par d'autres réacteurs, soit on fait autre chose. Mais dans tous les cas de figure, il va falloir remettre de l'investissement dans le système. Et donc, la commission de régulation de l'énergie, qui est, je dirais, l'arbitre du débat de la politique énergétique française, alors multi-énergie, la commission de régulation de l'électricité a annoncé qu'elle s'attendait à une augmentation de 30% du prix de l'électricité d'ici 2016. C'est quand même demain matin. Et derrière, 15% d'augmentation de l'électricité entre 2016 et 2020. C'est-à-dire qu'on n'est pas très très loin d'une augmentation de 50% de prix de l'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, remonter la marche un petit peu plus que celle qu'on a descendue en termes de prix de l'électricité par rapport à 1990. Bon, et vous voyez qu'aujourd'hui, ce débat-là est un débat extrêmement sérieux, parce qu'on a dans notre pays des situations de précarité énergétique, de difficultés sociales qui sont extrêmement élevées. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le débat sur cette question de l'énergie, elle rentre par une dimension sociale qui est bien évidemment une dimension très forte. Alors, un point sur le sujet de la fois précédente, mais il est utile pour cadrer les choses dans la tête. Là, je me contente de vous regarder cette question du changement climatique en projection dans les 3 siècles qui viennent, avec une hypothèse courbe rouge en haut à gauche. Qu'est-ce qui se passe si à partir de 1990, date du premier rapport scientifique qui a été adopté au niveau international, on a l'émission de gaz à effet de serre qui est la même sur toutes les années, donc une courbe qui est plate à partir de 1990, donc en haut à gauche. Notez que cette hypothèse-là n'est pas si facile que ça à réaliser, puisque aujourd'hui on est 7 milliards d'habitants. En 2050, compte tenu de la diminution de la croissance démographique des taux de natalité, on sera en gros 9 milliards et demi. Ça sera probablement la fin de la croissance démographique humaine. La population humaine aura été multipliée par 10 entre 1800 et 2050. Et ces populations, il va falloir qu'elles aient des conditions de vivre. Et puis, si on est en base 90, il y a des pays qui étaient très peu développés en 1990, qui sont émergents aujourd'hui.
Donc, si on doit être sur une hypothèse de stabilité des émissions, ça veut déjà dire que les pays industrialisés diminuent leurs émissions pour faire de la place à ces populations supplémentaires et à ces pays qui se développent. Graphique du bas, vous voyez que cette dose annuelle très forte de gaz à effet de serre donne un empilement dans l'atmosphère. Et puis donc en haut, à droite, on a la température qui monte. On ne peut pas se mettre dans cette trajectoire-là. Donc il faut faire une autre courbe. C'est la courbe bleue. Donc là, on va partir en haut à droite. Les derniers rapports, ceux de 2007, sur la question du climat, qui ont beaucoup travaillé la question agricole, nous disent on ne doit pas avoir plus de 2 degrés de réchauffement. Bon, n'oubliez pas que ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, c'était seulement 6 degrés. Hein. Vous aviez les 2 massifs montagneux encadrant le couloir de l'Alsace qui était pris par les banquises. Hein. Bon. Donc là, pas plus de 2 degrés de réchauffement si on veut assurer la capacité alimentaire de la population humaine dans le monde entier. Bon, et donc, si on veut faire ça, hypothèse d'en bas, il faut qu'on cesse d'augmenter la concentration de ces gaz à effet de serre. Et donc, là où je veux en venir, c'est la courbe en haut à gauche. Vous voyez qu'elle commence par une bosse. C'est-à-dire que depuis 1990, date du rapport scientifique sur le climat, on a encore augmenté de 30% les émissions annuelles. Alors, l'Europe est déjà dans le sens de sa réduction, mais l'Inde, la Chine, l'Amérique du Nord sont toujours en croissance. Donc 30% d'augmentation. Donc vous avez une bosse. C'est l'idée qu'à un moment, il va falloir qu'on se mette à réduire ces émissions. Et vous voyez que la courbe, elle doit très fortement fléchir. On doit diviser au moins par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Bon. Et alors pour la France, j'avais eu à faire le rapport en 2004, donc pour le Premier ministre Raffarin. Nous, c'est une division par 4 qu'on doit faire. Mais la division par 4 pour nous, c'est un effort équivalent en intensité de ce que doivent faire l'ensemble des pays en développement. Donc vous voyez que là, on est à la fois sur une falaise à descendre, mais en plus de l'importance de cette descente, donc pour nous division par 4, on est sur un compte à rebours. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans un calendrier déterminé. Parce qu'au-delà de ça, on aura tellement laissé se dégager de gaz carbonique dans l'atmosphère, sachant qu'une tonne de gaz carbonique reste en moyenne 120 ans dans l'atmosphère, bien, à un moment, il faudra temps fou pour que l'atmosphère se purge de ce gaz carbonique excédentaire. Alors, et cette question du climat, par rapport au débat sur l'énergie, est là un point singulier, c'est qu'elle nous donne un chiffrage de la réduction qui est à faire et aussi du calendrier qu'on doit respecter. Donc quand on parle énergie aujourd'hui, on parle sur ce qui va se passer entre maintenant et 2050. On doit encadrer cette échéance de 2050. Bon, derrière cela, je réinsiste sur un point et qui est important, c'est que cette question climatique, elle a deux aspects politiques extrêmement importants et qui vont profondément marquer ce siècle. C'est la première question à solidarité obligatoire de l'histoire humaine. Le climat de la planète est un objet indivisible. Il n'y a pas le climat de la France qui serait le résultat de ce que feraient les Français. Le climat de la France est fait par tous les pays de la planète, et réciproquement. Donc vous voyez que vous êtes là sur quelque chose qui nous met devant une communauté de destin à l'échelle de l'humanité tout entière. Le deuxième point derrière, qui est le fait que dans un pays comme la France, mais on pourra prendre l'exemple sur l'Alsace ou sur Strasbourg, la moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que les uns et les autres, chacun d'entre nous, fait dans sa vie privée. Vos modes de chauffage, votre régime alimentaire, vos choix de déplacement, vos choix de consommation,
globalement, toute la population confondue, pèse la moitié du problème. Donc on ne peut pas résoudre cette question-là sans aller chercher l'adhésion, l'alliance avec chaque personne. On est devant un sujet qui oblige un bond démocratique. Donc vous voyez que cette question climat, elle nous pose des progrès à faire sur la gouvernance de la planète tout entière, comment l'ensemble des pays du monde décident de gérer la planète Terre, et comment la société française, pour le coup, rentre en débat avec chaque citoyen pour pouvoir résoudre ce problème. Bon, bien sûr, c'est des choses qu'on retrouve au niveau, bien sûr, de l'énergie, mais notez que ça a une conséquence. C'est qu'en fait, comment s'organise le débat entre la personne et le monde. Eh bien, ce débat entre la personne et le monde passe essentiellement par les collectivités locales, par les collectivités territoriales. C'est la démocratie de proximité, c'est la relation entre les élus, les administrations publiques territorialement et les gens qui vont permettre de faire face à ça. Donc vous voyez qu'on a là une maille de prise en charge, un territoire de prise en charge de ce sujet qui est tout à fait considérable. D'où d'ailleurs, notez-le, que la France a été le premier pays au monde à décider que les collectivités territoriales devaient faire les unes et les autres des plans climat-énergie, parce qu'on ne pourra résoudre ces affaires-là au niveau national, et bien évidemment par rapport aux engagements qu'on a pris, que si chacun des territoires s'y met. Donc on est là dans cette question-là. Alors, bon, vous savez que tout ça nous donne, encore une fois, on a des échéances qui nous sont données. Donc pour commencer 2020, donc 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 23% de l'approvisionnement énergétique de notre pays qui doit être fait par des énergies renouvelables, et 20% de progrès dans l'efficacité de l'utilisation de l'énergie que l'on doit faire. Et puis pour 2000. Donc ça, c'est le paquet climat-énergie européen qui a été adopté au niveau de l'Union européenne en 2007. Et puis derrière, on a cette échéance donc de 2050. Donc vous voyez qu'on est dans cette affaire de débat sur l'énergie avec des éléments de traités ou d'accords internationaux qui viennent se mettre. Alors, derrière cela, on a un débat sur le nucléaire qui arrive aussi, bien sûr. Ce débat, là, je vous ai donné quelques éléments de chiffres. Bon, le parc nucléaire, en gros, a coûté 100 milliards d'euros, en euros d'aujourd'hui. Qu'il y a le débat sur la prolongation de vie des réacteurs. Donc, aller donc sur cette échéance de 60 ans, donc ça coûterait en gros 50 milliards d'euros. Il y a le débat qui a été induit par l'accident de Fukushima il y a tout juste 2 ans, sur lequel on s'est aperçu que, au-delà de la résistance des réacteurs qui a été bonne par rapport à la séquence sismique, par contre, il y avait un problème de fragilité des sites par rapport à ce qu'on n'avait pas pensé de cette façon-là, à une agression extérieure. Alors, on n'a pas énormément de risques de tsunami en France, heureusement, mais on peut avoir d'autres phénomènes, d'autres accidents de nature industrielle ou autre, qui pourraient poser difficulté. Donc, il va falloir faire des investissements pour améliorer tout ça. Et puis derrière, de toute façon, il faut prévoir qu'il faudra remplacer à un moment ces équipements. Alors, encore une fois, plus ou moins dans plus ou moins longtemps selon les choix que l'on fait. Et donc, tout ça va dépendre de ce que l'on va faire en termes de choix, en termes de progrès d'économie d'énergie, et notamment pour le coup là, d'économie d'électricité, de développement des énergies renouvelables. Bon, sachant qu'on a une porte qui nous est quand même relativement fermée, qui est l'utilisation de combustibles fossiles qui émettraient des émissions de gaz à effet de serre dans ce scénario de choix. Alors, quand on regarde tout ça et qu'on essaye de faire le point,
vous voyez que le débat, il est vif dans la société française par rapport à tous ces sujets-là. Et j'ai essayé de me livrer à un exercice qui est de pointer pour vous qu'est-ce qu'il y a comme convergence et qu'est-ce qu'il y a comme divergence. On parle souvent des divergences, on parle très peu des convergences. Et c'est intéressant de regarder ces convergences aussi. Tout le monde est d'accord pour dire que le prix des énergies va augmenter. Demande mondiale derrière, c'est clair. Qu'il y a, dans la période qui s'ouvre, puisqu'on est dans un nouveau cycle, il va y avoir besoin d'une grande masse d'investissement. Alors, encore une fois, plusieurs choix sont possibles, mais il va falloir investir. Encore une fois, on a des équipements qui sont arrivés en fin de vie. Qu'on a devant nous une raréfaction des ressources sur les hydrocarbures. Disons que c'est plus net sur le pétrole que sur le gaz. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les pays émergents ne consomment pas de gaz. Le gaz est consommé en quasi-totalité par des pays anciennement industrialisés. Europe, Amérique du Nord, Japon, etc. URSS, ex-URSS. Bon, la Chine, l'Inde ne consomment pas de gaz. Bon, s'ils se mettent à consommer du gaz, notamment pour remplacer leurs centrales à charbon, ça va faire un appel d'air sur le marché mondial. Donc on a quand même ce débat-là. On a un nouveau sujet sur lequel je reviendrai, qui est le déséquilibre de notre balance commerciale. Et c'est le problème le plus grave au niveau économique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on apporte énormément d'énergie qui nous coûte cher. Donc c'est de l'argent, toutes ces importations d'énergie, c'est de l'argent qui quitte le pays. Donc qu'on n'a plus chez nous. Bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a la priorité à assurer la sûreté nucléaire. Alors, avec cette difficulté, c'est que les réacteurs ont été faits dans une période de temps très courte. Bien évidemment, ils vieillissent tous en même temps et qu'on va se retrouver là avec une démographie des moyens de production qui est assez déséquilibrée. Qu'il y a cette affaire, cette horreur absolue, qui est cette question du changement climatique. Et qu'on a intérêt à se mettre dans une régulation et dans une stratégie de long terme, puisqu'on doit trouver le moyen de résoudre tout ça le mieux possible, et encore une fois, en regardant à 40 ans d'ici, c'est-à-dire à cet horizon de 2050. Vous voyez que vous avez là pas mal de points sur lesquels, on verra comment vous vous exprimerez dans le débat tout à l'heure, mais en gros, il y a quand même un faisceau d'accord sur ces questions-là. Et notez que ce faisceau d'accord porte fortement sur des questions économiques. Et que là, encore une fois, on vit tous cette même époque et ce contexte. Derrière ça, vous avez trois types de désaccords, de divergences. Le premier type de divergence que j'ai mis, parce que je pense que c'est le principal, c'est quelle vision avons-nous du futur ? On en parle très peu. Vous voyez, le débat dans notre pays aujourd'hui, et c'est logique, comment on fait par rapport à des conjonctures économiques et sociales qui sont très très difficiles. Mais la question à un moment, c'est comment veut-on vivre, par exemple, en 2050 ? Qu'est-ce que ça sera bien vivre en 2050 ? Comment on le décrit ? Comment on discute de ça ? Si on ne discute pas de ça, vous comprenez qu'on va avoir énormément de mal à construire des accords. Et vous entendez bien aujourd'hui certains dans notre pays qui disent qu'il faut une croissance économique forte parce qu'ils veulent assurer un mieux-être pour la population. Puis d'autres qui disent à côté, oui mais attendez, on va avoir un problème sur l'énergie, on va avoir un problème sur le climat, donc il faut qu'on diminue ces émissions de gaz à effet de serre, qu'on diminue nos consommations d'énergie, et donc vous avez des gens qui emploient le mot décroissance. C'est quoi les modes de vie, réellement, qui sont associés à l'une ou l'autre option ? On n'a pas cette discussion-là. Comment voulez-vous qu'à ce moment-là, nos concitoyens, sur ces questions de l'énergie, prennent des positions dans un sens ou dans un autre, si on n'a pas visibilité de comment on va vivre dans le futur ? Il faut rentrer d'abord par cette question de comment on va vivre dans le futur. Mais là, vous voyez que c'est quelque chose qui est pas mis en lumière, et donc qui rend ces affaires d'énergie difficiles. Derrière ça, alors là par contre, ça on les voit, vous avez des divergences sur les filières.
Quelle place pour le nucléaire? Maintenant, quelle place pour les gaz de schiste? Vous avez un débat aussi, quelle place pour le développement de l'aérien? Vous avez sur toute une série de filières d'utilisation de l'énergie des désaccords, mais vous voyez bien que ces désaccords sont d'autant plus amplifiés que la première série que j'ai mentionnée n'est pas abordée. C'est-à-dire que les désaccords sur les filières sont amplifiés par le fait qu'on ne discute pas des modes de vie du futur. Bon. Et puis alors derrière ça, conséquence de ça, bien sûr, comment on va gérer tout ça? Quel va être le rôle du citoyen? Comment on va gérer cette affaire de l'énergie tous ensemble, au niveau national, au niveau européen, au niveau territorial? Comment on va gérer tout ça et selon quel calendrier on va pouvoir faire ça? Ce débat-là, bien sûr, n'est pas encore clairement abordé. Alors, ce que je voudrais vous exprimer, c'est ma conviction profonde qu'il faut essayer de construire dans la société française, dans le respect et l'acceptation de ces divergences, un tronc commun central, un chemin que les uns et les autres, on est d'accord pour faire ensemble. Vous voyez que la question du nucléaire qui a été fortement mise dans le débat, et alors là, vous avez le débat sur Fessenheim dans la région. Et cette question du nucléaire, je dirais, elle n'est pas facile à prendre. Pourquoi? Parce que on n'est plus en surcapacité de production électrique en France. Donc, si on veut débrancher un réacteur nucléaire, on ne peut le faire qu'à la condition qu'on ait fait autre chose à la place. Parce que si on en fait un, et puis les autres derrière, on fait comment? Donc, la marge de manœuvre de la politique énergétique française va être produite par la capacité à faire des économies d'énergie et à développer les ressources sur notre territoire, notamment les ressources d'énergie renouvelable. Plus on arrivera à en faire, plus on aura la liberté de choix, que ce soit du côté du nucléaire, que ce soit du côté des combustibles fossiles. Mais on est dans un sujet où on ne peut pas faire que des soustractions. Il faut faire des remplacements. Il faut avoir des politiques actives d'économie d'énergie. Bon, et donc, vous voyez, il va falloir avoir cette discussion-là. Alors, le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que compte tenu du prix de l'énergie, compte tenu de la rareté de l'énergie, compte tenu des affaires d'environnement, en gros, quand même, on a tous intérêt à progresser dans l'économie d'énergie, l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, améliorer nos comportements, ce qui permettrait d'ailleurs de diminuer les factures que l'on fait, de développer les énergies renouvelables, et puis de sortir notre système de transport de la dépendance pétrolière. Le secteur des transports aujourd'hui est dépendant à 98% du pétrole. Donc, vous voyez, la discussion qu'il faut avoir et regarder ce que l'on peut faire de façon lucide, c'est quelles sont les marges de manœuvre que tout ça permet de construire, et est-ce qu'il peut y avoir dans la société française une convergence des acteurs pour, dans les années qui viennent, d'avancer sur ce chemin-là. Sachant que le débat de ce nouveau cycle énergétique, ça va durer 30 ans de remplacement des équipements, et encore une fois, d'une façon ou d'une autre. C'est pas quelque chose qui va se jouer en quelques années. Ça va être un long film. Et ce long film, il faut y aller chemin faisant, donc dans cette question-là. Et donc l'idée dans ce cas-là, c'est pour l'instant d'écouter les divergences, mais de réduire les divergences à partir du moment où tous ensemble on construit un chemin sur la base d'éléments de convergence sur lesquels on reconnaît qu'on y a tous intérêt. Alors tout ça va nécessiter derrière d'identifier le rythme, l'ampleur de cette espèce de chemin de transition, puisque on va passer de la fin d'un cycle à un nouveau, et donc de regarder comment tout ça peut se faire. Alors sur le débat
sur les modes de vie du futur, vous voyez qu'on est là quand même devant des sujets qui sont tout à fait nouveaux. On ne peut pas continuer d'avoir une augmentation des niveaux de vie sans limite. Alors, en France et pour l'humanité tout entière, on a cette limite sur les gaz à effet de serre, on a cette limite sur l'accès aux combustibles fossiles, mais la question qui se pose derrière, quelles sont les bonnes conditions de vie qu'on peut garantir à tout le monde dans ce siècle, sachant qu'on est en ce moment dans un accroissement des inégalités sociales. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qu'on peut déjà articuler. Le gaspillage est antisocial. Et si les ressources sont limitées, mieux on utilise les ressources, plus de gens peuvent y avoir accès. Donc il va falloir qu'on réfléchisse sur cette question-là. Comment assurer le développement de la solidarité sociale pour une humanité de plus de 9 milliards d'habitants ? Et alors avec le débat qui est posé, donc je le disais tout à l'heure, sur cette affaire de décroissance. Et donc il faut aborder cette question-là et voir avec chacun comment on peut mieux vivre dans le futur sur nos modes de vie. Alors là, je vous ai fait une représentation qui est une représentation France entière. Ce serait intéressant de décliner régionalement, mais en essayant de poser le débat sur l'énergie dans les catégories dans lesquelles chacun d'entre nous pense sa vie. Alors, vous avez une espèce d'anneau, là, qui est la consommation énergétique française, qui était de 146 millions de tonnes équivalent pétrole en 2010, ça n'a pas bougé beaucoup depuis, mais avec des catégories qui sont des catégories explicites. Vous voyez que vous avez 18% de l'énergie qui sert à l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est l'ensemble de la chaîne. Donc, si vous voulez, c'est de la fourche à la fourchette. Donc, c'est l'agriculture, l'engrais, l'industrie agroalimentaire, le transport de l'alimentation, le commerce alimentaire, et puis chez vous, la chaîne du froid, les plaques de cuisson, etc. L'ensemble de la chaîne. C'est un raisonnement en empreinte énergétique. Vous décidez quelque chose, qu'est-ce que votre décision induit en amont, alors en France, et je dirais même ailleurs. Bon, et donc vous avez là 18% de la consommation de l'alimentation. Un point par rapport à ce poste-là. Vous devinez bien qu'actuellement, une personne en France ne va pas augmenter dans le futur la quantité d'alimentation qu'on mange. On a même peut-être un petit peu un problème d'obésité. Moi-même, je ne suis pas complètement exempt du sujet. Bon, la question qui se pose est comment on peut organiser l'alimentation pour être plus efficace au niveau de l'énergie. Vous voyez que vous avez en ce moment un débat que nous sert l'actualité sur les circuits courts. Vous voyez, si on transporte l'alimentation sur des distances plus courtes, on a au moins la même qualité, mais on a un contenu en pétrole qui va diminuer dans l'alimentation. Donc il y a là donc des discussions, vous voyez, à avoir. Qu'est-ce qu'on veut comme alimentation dans le futur et quel est à ce moment-là, en fonction des choix que l'on fait, le contenu énergétique que ça va induire. Vous avez derrière 27%, c'est l'habitat, mais c'est l'habitat, le logement nu. C'est alors chauffage, eau chaude, éclairage. Ça pèse 27%. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on veut comme accroissement de la taille des logements ? Est-ce qu'on veut plus de la maison individuelle ou du collectif ? Est-ce qu'on continue de faire de l'étalement urbain ou pas ? Et ces logements, on les isole bien ? On les isole pas bien ? Donc, discuter de ça et de voir la marge de manœuvre que ça donne. Vous voyez notamment que ces deux paquets-là pèsent quand même déjà 45% de l'approvisionnement énergétique du pays. Donc, c'est les deux gros postes. Alors, j'ai mis en blanc à côté ce qui est industrie lourde. À la limite, il y a une grande partie qui pourrait déjà être ventilée aussi, d'ailleurs, dans ces postes-là. Bon, en tout cas, c'est assez difficile à faire. Et puis, vous avez des tranches plus fines sur le côté qui pèsent beaucoup moins, mais qui, dans nos vies, sont très, très importantes.
voyez, vous avez les produits de consommation, donc hors alimentation et hors électronique, qui pèsent 6%. Là-dedans, il y a de moins en moins d'industrie et il y a de plus en plus de transport maritime. Parce que c'est des produits qui viennent essentiellement du sud-est asiatique maintenant. Le logement, l'habillement, les jouets, une grande partie de l'électroménager, tout ça maintenant est importé, mais ça ne pèse que 6% de notre consommation énergétique. Et puis derrière, vous avez à côté, vous voyez, les loisirs. C'est 8%, c'est plus. Et alors c'est essentiellement du loisir longue distance. Quel loisir, vos vacances dans le futur, vous les pensez comment? Est-ce que pour vous, bien vivre, c'est faire des distances considérables en avion X fois dans l'année ou pas? Comment on va organiser nos loisirs? Il faut qu'on discute de ça. Derrière ça, vous avez en jaune une partie qui est un petit peu, je dirais, moderne dans sa définition. C'est l'éducation, c'est aussi l'information, c'est les réseaux sociaux, votre téléphone, c'est Internet et c'est l'électroménager de loisirs, ce que vous avez dans votre salon, la télé et tout le reste. Bon, tout ça, ça pèse 8%. Alors, c'est une part qui est en augmentation. Elle est en augmentation parce qu'il y a aussi là-dedans, je dirais, le relationnel que l'on a, familial et amical. Vous voyez bien que nos familles, la structure de nos familles, en 20 ans, 30 ans, a considérablement changé. Avant, moi, ma famille, on était tous à 25 km de rayon autour du lieu d'implantation de la famille. Maintenant, j'ai des gens de ma famille qui sont dans des pays différents. Et donc, quand on gère nos relationnels, on fait beaucoup plus de distance qu'on en faisait auparavant. Et puis, dans cette partie jaune, vous avez beaucoup d'électricité. Vous avez beaucoup d'électricité qui est liée à les appareils nouveaux qu'on achète. L'essentiel de ce qu'on achète aujourd'hui, c'est des affaires de nouvelles communications, de l'électronique, de loisirs, etc. Bon, qu'est-ce qu'on veut sur cette partie-là dans le futur? Alors, il est probable que cette partie-là va augmenter. Mais vous voyez, elle n'est pas énorme. Et si on gagne sur le reste, notamment sur l'isolation des logements ou des améliorations sur l'alimentation, en gros, ça peut probablement le faire. Alors, vous avez les services qui sont à la fois les services publics locaux et nationaux, et puis les services bancaires, assurances, etc. Vous avez la santé, qui représente 3%. Probablement que cette partie-là va augmenter aussi avec le vieillissement de la population. Donc comment on va gérer ça? Vous voyez, le débat qu'il faut qu'on ait sur l'énergie, c'est d'abord et surtout comment voulons-nous vivre dans le futur? Et de le réfléchir à titre individuel, mais aussi de le réfléchir dans une logique territoriale. Est-ce qu'on continue l'étalement urbain, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de faire une ville de plus courte distance, avec davantage de transports collectifs, par rapport à la dépendance dans laquelle on est vis-à-vis de la voiture. Vous voyez comment ce débat sur l'énergie doit être abordé, et encore une fois, à un moment où l'histoire nous sert le plat, que c'est en ce moment qu'il faut reconstruire le système pour le demi-siècle qui vient. Alors, là, je vous l'ai mis, la même chose en émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, d'ailleurs, la partie loisirs a pris de l'ampleur, puisque, forcément, il y a beaucoup de pétrole dedans. Alors, à ce moment-là, par rapport à la projection qu'on fait, il faut être attentif à un point. C'est que dans notre pays, il y a déjà une forte décorrélation de l'évolution du pouvoir d'achat, du niveau de vie des gens. Vous voyez que le revenu par habitant en France a augmenté de 73% donc dans le dernier cycle qui est derrière nous, c'est-à-dire depuis 1973, et que de l'autre côté, vous voyez que la consommation finale d'énergie par habitant, elle est à peu près stable. Alors là, elle est un petit peu négative. Si on tenait compte des délocalisations, on serait
légèrement en positif, mais quand même, on améliore la vie des gens sans augmenter la quantité d'énergie. Bon, et donc maintenant, la question, ça va être, est-ce qu'on peut faire mieux ? Et est-ce qu'une partie de cette énergie, notamment qui est des combustibles fossiles, est-ce qu'on ne peut pas la remplacer par d'autres ? Mais vous voyez qu'on a là, des marges de progression qui sont des marges de progression importantes. Donc la question du plafonnement, voire de la diminution de notre consommation d'énergie, n'est pas du tout un débat de régression sociale, de diminution de la qualité de vie des gens. Mais c'est de trouver une manière d'articuler les deux. Et ça ne peut se faire, encore une fois, qu'avec l'adhésion du citoyen. Ça, je passe. Alors, là, une seule image à caractère, disons, un peu technique, mais elle est importante parce que, encore une fois, on est tous en retard dans notre compréhension du monde par rapport à ce qui se fait déjà. Vous voyez que avant le premier choc pétrolier de 73, on n'isolait pas les logements. Bon, depuis, après ça, on s'y est mis petit à petit, donc l'État a fait des réglementations. Vous voyez que là, alors c'est pas 15, mais c'est 2012. On sait maintenant déjà faire des logements qui consomment autour de 30 kWh par mètre carré, alors que la moyenne de la construction de ce que l'on faisait avant 73, c'était 200 kWh au mètre carré, et que vous avez un débat qui s'est engagé dans le pays, et les Allemands le font de leur côté sous la formulation de Passivhaus, qui est d'avoir des maisons, des logements, dans lequel la totalité de la consommation d'énergie, pas seulement le chauffage au chaud, mais la totalité de la consommation d'énergie peut être assurée par l'énergie que ce logement ou cette maison tire de son environnement. Le rayonnement du soleil, la chaleur de la terre, un peu de biomasse au besoin, sans consommer de combustibles fossiles avec ces éléments-là. Vous voyez que vous avez, en même temps que je vous pose ces questions-là, d'énormes progrès qui sont à la fois des progrès technologiques, qui sont des progrès d'organisation, qui sont des progrès de comportement, et que vous avez là des évolutions de grande puissance qui se font. Alors, maintenant, pour me rapprocher de la fin, un point économique, parce que vous voyez bien que les questions économiques et sociales en ce moment sont les préoccupations principales de nos concitoyens. Et vous voyez la difficulté, d'ailleurs, là, a été annoncé en France un débat sur l'énergie. Vous voyez que ce débat sur l'énergie, aujourd'hui, pour le moment, ne prend pas. Ne prend pas parce que pour nos concitoyens, et ils n'ont pas tort, la question économique et sociale est une question extrêmement importante dans les difficultés que l'on connaît. Vous avez bien compris que la crise de 2008 n'a pas été une crise de ralentissement, mais une crise d'accélération. C'est-à-dire que la localisation des activités industrielles dans les pays émergents s'est accélérée depuis 2008. Elle ne s'est pas ralentie, elle s'est accélérée. Bon, et avec les difficultés qu'on voit aujourd'hui. Alors, vous savez, il y a 1/6 de notre population qui est en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire pour laquelle le poids de l'énergie a dépassé 10% du budget, sachant que, vous le savez, la part du loyer dans le revenu des ménages a considérablement augmenté depuis 20 ans, avec l'augmentation du foncier, etc. Bon, et donc vous avez là une vraie difficulté. Que si on regarde la facture qui est payée par l'ensemble des consommateurs français, donc in fine, vous et moi, parce que les consommations des industriels sont remises dans les prix des biens qu'ils nous vendent. Donc de toute façon, c'est nous qui payons. Bon, eh bien, la facture énergétique payée par les ménages en France, c'est 137 milliards d'euros par an. Bon. Donc on est sur des masses qui sont des masses tout à fait considérables. On est maintenant à un peu plus de 2 000 euros par ménage en moyenne par an sur l'énergie. Regardez derrière le déséquilibre de la balance commerciale. Et là, j'ai un chiffre à mettre à jour. On a maintenant le chiffre de 2012, c'est 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros d'argent qu'on balance par la fenêtre, qui quitte le pays,
et qui, je dirais, se réplique d'année en année. Et cette masse va plutôt avoir tendance à augmenter. 70 milliards d'euros, c'est l'équivalent de la rémunération d'1 million de salariés. C'est ça notre dépense énergétique. Bon. Et voyez que dans le débat aujourd'hui, et je voudrais insister auprès de vous, l'énergie est l'un des secteurs majeurs de réponse à la crise économique et sociale dans laquelle on est. C'est-à-dire faire en sorte que cet argent ne quitte pas le pays, ou le moins possible, qu'on le réinvestisse dans le pays pour économiser l'énergie, développer les ressources qu'on a sur notre sol, qui sont des ressources renouvelables, améliorer notre système des transports. Et vous comprenez bien que si l'on fait ça, c'est de l'emploi en France. C'est de l'argent qui reste en France, qui va faire des recettes pour les collectivités publiques, qui va faire de la TVA, tout ce que vous voulez, qui fait tourner la machine économique. Donc il faut, dans la difficulté économique qui est la nôtre, voir l'énergie non pas comme un problème supplémentaire qui tombe mal, mais une partie de la solution du sujet. Or, encore une fois, le prix de l'énergie va augmenter, donc plus on s'y met, mieux ça se passera. Alors, il y a dans cette affaire-là un risque en ce moment, et ça renvoie à d'autres situations. Le risque, c'est de dire on repousse les investissements à plus tard. Vous voyez que vous êtes dans la situation où vous avez la poche droite de votre pantalon qui fuit, l'argent qui quitte la poche, qui sort du pays. Bon, et que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est prendre cet argent de la poche droite et de le mettre dans la poche gauche, faire de l'investissement et dans une poche qui n'a pas de trou, qui reste dans le pays. Mais vous voyez que le risque dans lequel on est aujourd'hui, c'est de repousser les investissements à plus tard. Bon, ça se comprend en situation de crise économique, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la facture énergétique va, d'année en année, encore augmenter. Donc le problème va devenir de plus en plus difficile. Faites un petit exercice très simple de tête, 70 milliards d'euros par an multiplié par 40 ans. Ça fait 2800 milliards qui quitteraient le pays. Donc il faut qu'on garde cet argent-là à la maison. Bon, vous voyez qu'on a là cette affaire-là. Donc, non, à la limite, pas pour l'énergie, pour la situation économique et sociale de notre pays. Améliorer nos comportements, investir dans l'économie d'énergie, diminuer les dépenses des ménages, y compris, c'est l'intérêt du secteur bancaire, que d'avoir des ménages qui ne tombent pas en insolvabilité. Bon. Et puis derrière, donc, d'avoir la valorisation de nos ressources renouvelables. Donc vous voyez que vous avez là une équation qui est une équation pour moi centrale, qui est la convergence dans laquelle peut se mettre la société française entre cette efficacité énergétique, ces énergies renouvelables, bouclée entre l'offre et la demande avec des moyens d'approvisionnement, et on a besoin pour ça de mobiliser le secteur bancaire dans cette affaire-là, et que en plus c'est son intérêt. Donc j'en ai pour l'essentiel terminé en vous disant que quand il y a des débats aujourd'hui sur la rentabilité des choses, il y a deux modes de raisonnement quand même, il ne faut pas les confondre. Il y a un raisonnement microéconomique. Pour un acteur de la société française, ça ne peut ne pas être totalement rentable de faire certaines choses. Mais vous comprenez que ce n'est pas la même chose si l'argent quitte le pays ou si c'est l'argent ou l'argent reste dans le pays. Et donc vous pouvez avoir un intérêt global pour le pays, en plus de l'intérêt de chaque ménage ou de chaque entreprise, et donc on a besoin de mettre en place des mécanismes d'incitation qui vont permettre d'aller dans le sens de l'intérêt global du pays. Alors, vous voyez bien que tout ça va nécessiter une avancée démocratique, je l'ai dit tout à l'heure, renforcement du rôle des collectivités locales, notamment réfléchir à la question du rôle d'autorité concédante sur les réseaux. Et vous avez aujourd'hui des collectivités qui disent qu'il faut une autorité organisatrice de l'énergie au niveau des collectivités locales, développer donc de nouveaux contrats de concession intéressés à la performance globale d'efficacité énergétique, de valorisation d'énergie renouvelable, aussi peut-être réfléchir
réfléchir à l'organisation des pouvoirs régionaux en se posant la question du rôle de la région comme chef de file d'organisation de tout ça au niveau territorial, avec derrière une rénovation du rôle du citoyen, parce que ma conviction profonde, c'est que cette difficile mais en même temps magnifique transformation de notre pays à la lumière des enjeux de ce siècle, eh bien, elle demande un citoyen plus actif. Donc il y a un énorme travail de formation de nos concitoyens, un énorme pari éducatif et culturel, et derrière de rénovation démocratique là-dedans. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous ai remis derrière le calendrier. Vous savez qu'il y a un débat national sur l'énergie qui a été décidé. Notez qu'il est là intéressant, puisqu'a été décidé que le contenu de la loi sera le résultat du débat dans le pays. Alors, au niveau national, mais aussi au niveau régional, mais aussi au niveau territorial. Donc, il faut que les uns et les autres, on réfléchisse de qu'est-ce que l'on veut faire, nos modes de vie, les solutions que l'on propose, et comment, d'ici la fin de l'année, date où une loi devra être proposée, comment tout ça va se passer. Voilà, j'en ai terminé. Bienvenue dans cette aventure.